voyage à travers le sensible pour m'imprégner de toutes ses textures, ses couleurs et son intensité et ouvrir les corps et les cœurs en y déposant des mots d'amour et de beauté qui disent au monde la valeur des choses et leur rendent justice. Bienvenue dans le podcast des auteurs de sens, des éveilleurs de conscience et des engraineurs de demain. Autant de voix rassemblées en un mouvement militant en faveur du vivant, une matière vibrante qui de ses ondes grandissantes va souffler sur le monde un vent d'amour et de liberté et participer en toute humilité à la régénérescence du fascia planétaire, du tissu cellulaire de l'univers, comme des milliers d'étoiles. Pour ce 7e épisode du podcast des auteurs de sens, je reçois Valérie Seguin. Après 20 années passées en entreprise, Valérie est à présent auteure, réalisatrice de films documentaires et conférencière. J'ai rencontré Valérie lors du visionnage de son dernier film sur la spiritualité en entreprise au Forum 104 à Paris, et j'ai tout de suite ressenti l'élan de lui demander de partager avec moi les coulisses de son parcours, un peu de son chemin d'âme et de son travail, et ce qui la motive profondément à réaliser ses œuvres, des œuvres qui incontestablement réveillent les consciences individuelles et collectives. Oui, les films de Valérie font cet effet-là. Ils parlent de sujets qui fascinent autant qu'ils font peur, même si moins peur qu'avant. Proposer un autre regard sur la mort, l'âme ou la spiritualité, ce mot à la fois trop petit et trop gros, dont le monde entier n'a de cesse de parler depuis quelques années à tel point que, à l'effigie de la bienveillance et de nombreux autres, il s'en trouve quelque peu dépouillé de son sens originel. Faire des films sur ces sujets-là est audacieux et engagé. Et pourtant si nécessaire. Surtout lorsqu'on s'adresse aux entreprises, ces entités souvent encore tant pétries d'hyper-réalisme et de matérialisme, biberonnées au productivisme et à la performance. Alors Valérie fait des films à partir de ce qu'elle ressent, de ses interrogations et de ses expériences vivantes. Des films qui ouvrent des portes, des fenêtres, des lucarnes et surtout des esprits. Des films au militantisme discret, au service de la lumière, de la sincérité et de la vérité. Pas la vérité telle qu'on l'imagine, celle qui veut toujours avoir raison. Non, la vérité de tout ce qu'on ne sait pas et de tout ce qui pourrait être. Guerrière pacifique, humble et authentique, Valérie contribue à faire bouger les lignes de nos croyances, à repousser nos frontières mentales, avec à cœur de faire évoluer le monde et notre humanité vers plus d'amour et de liberté. Elle nous invite tout en douceur à un changement de paradigme et à prendre la pleine mesure de notre écologie humaine, si nous souhaitons voir advenir le changement auquel nous aspirons tant et nos âmes avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Diane. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors on s'est croisés à 2 reprises, mais on se connaît pas beaucoup. Et j'avais envie de te demander de quelle histoire tu viens. Quel enfant est-ce que tu étais et qu'est-ce qui t'animait quand tu étais enfant? Alors je viens d'une famille qui n'était pas du tout ouverte à la spiritualité. Ouais. Chez moi, il y avait Dieu n'existait pas, il y avait que ce qu'on voyait. Enfin voilà, j'ai été vraiment dans une éducation plutôt matérialiste où finalement c'était le travail qui primait. Donc pour moi, j'ai grandi en me concentrant sur les études, sur mon futur travail, j'étais assez ambitieuse en fait professionnellement et parallèlement il y avait aussi beaucoup de sport à la maison, le sport, donc j'étais aussi très sportive. Donc le rapport au corps aussi qui était fort. Et est-ce que enfant tu te souviens d'avoir réfléchi à ces questions-là, même si l'environnement ne t'y poussait pas? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Et en fait, c'est mon corps qui a fini par parler. Parce que comme j'étais très sportive, j'ai eu un accident et j'ai eu un genou qui a été multi-opéré, que la médecine classique n'arrivait plus à soigner. À l'époque, j'avais 30 ans. Et vraiment, je devenais handicapée, c'est-à-dire que j'avais vraiment du mal à marcher quotidiennement, j'avais des douleurs, ça devenait vraiment compliqué. Et j'avais peu d'espoir puisque la médecine, mon genou avait été plusieurs fois opéré. Et une amie m'a traînée chez sa magnétiseuse. Je dis traînée parce que j'ai mis 1 an à accepter d'y aller parce que pour moi c'était des charlatans. Je ne croyais pas du tout à ça.
Et en fait, cette magnétiseuse m'a enlevé toutes mes douleurs. Mais surtout, elle m'a dit, là, je viens de réparer votre corps énergétique. Et pour moi, les corps énergétiques, c'est l'âme. Et elle me dit, est-ce que vous êtes croyante? Je lui dis, non, pas du tout. Ouais. Et elle me répond, mais là, vous voyez, si vous avez, peut-être que ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé avec vos genoux, c'est peut-être un message de votre âme pour vous commenciez à vous occuper d'elle. Vous devriez regarder si vous êtes sensible à la spiritualité, aux choses de l'âme, lire des livres, voilà. Et en fait, cette femme a eu raison, parce que ça m'a passionnée. Ouais. Tout de suite, tu as entendu ce message-là et tu as pu le recevoir? Oui. Ouais. J'ai pu le recevoir d'abord parce que elle m'a enlevé toutes mes douleurs, donc je lui ai fait confiance. Et alors ça a été j'ai eu 3-4 séances de magnétisme, mais c'est vrai que voilà, on est 20 ans plus tard et j'ai aucun problème pour marcher. Et je n'ai jamais rien refait sur mon... Donc il y avait vraiment, c'était réellement un problème énergétique. Et puis voilà, tout de suite j'ai commencé à étudier. J'ai pris des cours sur les religions, j'ai lu des livres et tout de suite ça m'a passionnée en fait. Donc c'était ma voie. Donc voilà, c'est mon corps finalement, c'est par mon corps que mon âme s'est exprimée. Ouais, j'ai l'impression que c'est souvent le corps qui vient à l'appui de l'esprit et de l'âme quand on n'arrive pas à entendre. Ouais. C'est ouais. Et oui, alors moi ce que j'ai entendu dans quelques-uns de tes partages, c'était qu'il s'était passé quelque chose aussi de très fort à la mort de ton papa. Et qu'à ce moment-là, alors je sais pas quel âge tu avais à ce moment-là, parce que tu dis que tu avais 30 ans quand tu as rencontré cette magnétiseuse, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y a comme un saut de conscience supplémentaire, peut-être. Tout à fait, ouais. Alors ça, c'était il y a 8 ans. Ouais. Et en effet, parce que en fait, pendant 15-20 ans, j'ai fait un cheminement spirituel, donc comment se relier finalement à son âme, mais j'étais pas du tout tournée vers l'invisible. J'avais aucune preuve d'ailleurs qu'il y avait une vie après la mort. Voilà, je me disais oui, il y a probablement une vie après la mort parce que on nous parle des expériences de mort imminente. J'avais lu quelques livres là-dessus, mais j'étais pas du tout tournée vers l'au-delà, vers le voilà. Je ressentais cette joie intérieure. Enfin voilà, j'avais fait une paix, je ressentais une paix intérieure, une joie intérieure, mais j'étais pas du tout tournée vers la mort. Et quand mon père est décédé, effectivement, il y a eu énormément de phénomènes extraordinaires, je dirais, autour de sa mort, qui ont fait que, qui m'ont interpellée. Et j'ai tout de suite fait une enquête. Et d'ailleurs, j'en ai fait un livre. Oui, t'en as fait un livre. Ouais. Les 3 jours et demi après la mort de mon père, qui a tout de suite été publié. Et mon livre commence par « Mon père m'a prouvé que l'au-delà existe ». Voilà, j'ai tellement de signes de lui que, effectivement, c'était flagrant. Et c'était des signes qui se traduisaient comment? C'était des sensations? C'était des synchronicités? C'était des choses, voilà, qui te sont apparues? Comment ça s'est transformé? Déjà, lui, la veille de son décès, il a eu ce qu'on appelle une vision des mourants. C'est-à-dire qu'il a eu sa mère décédée 25 ans avant lui, qui est venue dans sa chambre, en fait. Voilà. Et il connaissait pas ce phénomène. Il n'a pas osé en parler au personnel soignant et aux médecins, de peur de passer pour un fou. Mais comme il savait que moi, j'étais ouverte à ces sujets, il m'en a parlé. Et j'avais lu un livre dans lequel on parlait des visions des mourants, donc je connaissais le phénomène avec les expériences de mort imminente. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, ça arrive. Et une semaine avant, en fait, je lui avais dit, as-tu peur de la mort? Et il m'avait dit, non, pas du tout. De toute façon, il n'y a rien après la mort. Et là, je lui dis, donc on était une semaine après, je lui dis, est-ce que tu veux que je te dise que moi je pense que peut-être il pourrait y avoir après la mort? Et là, il m'a dit oui. Parce qu'effectivement, il avait eu ce phénomène, il est pas fou. En plus, ma grand-mère, donc sa mère, s'est montrée à lui en bretonne, c'est-à-dire avec la coiffe bretonne, parce qu'elle était bretonne. Voilà, donc vraiment, elle s'est montrée à lui pour qu'il le reconnaisse. Et puis, il n'était pas en train de dormir. Il regardait le JT de 13h à la télé. Donc, il était complètement éveillé. Il n'était pas sous médicaments parce qu'il ne souffrait pas. Donc, il avait toute sa tête. Et donc, je lui ai expliqué...
voilà ce que disent ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, ceux donc qui sont décédés cliniquement et qu'on a ranimés. Voilà ce qui pourrait se passer s'il y a un message, s'il y a une vie après la mort, s'il y a un passage vers autre chose. Et je lui dis, t'inquiète pas, c'est un monde d'amour, voilà. Et puis ça l'a beaucoup rassuré. Et puis il est parti, voilà, il est parti 2 jours après. Et ça, parce que j'ai regardé ton film sur la mort il y a quelque temps, et ça, tu en parles aussi dans le film. Oui, parce que ça me paraît très important. D'ailleurs, dans mon deuxième film, les médecins soins palliatifs disent que c'est quasiment tous leurs patients qui ont ces visions. Ouais. Et non seulement si le mourant ne connaît pas ce phénomène, ça lui fait peur. Et pour les proches, c'est très important parce que ça permet aux proches de savoir que la personne, qu'il va bientôt mourir. Ouais. Par exemple, ma grand-mère qui est décédée à 97 ans, elle n'était pas du tout mourante. Je suis allée la voir et elle me dit, il y a des personnes dans la chambre. Alors je me dis, est-ce qu'elle a une vision des mourants? Et 2 jours après, je partais en vacances et parce qu'elle m'a parlé de ces visions, je suis retournée la voir avant de partir en vacances parce que je me suis dit, si elle a ces visions-là, c'est que peut-être qu'elle va mourir. Et effectivement, elle est morte le soir même. Voilà. C'est incroyable. Je suis retournée la voir. Donc même pour les proches, ça permet de savoir quand la personne va mourir, parce que généralement, moi dans les décès que je connais, c'est 2 jours avant. Les 2 jours avant, il y a eu des visions des mourants. Et oui, donc c'est très important. Et c'est pour ça que je mets en avant ce phénomène dans mes 2 premiers films, dans mes 2 films sur la mort. Et puis ensuite, après son décès, mon père m'a envoyé beaucoup de signes. Voilà. Déjà, j'ai ressenti une joie anormale pendant 3 jours et demi. Mais vraiment anormal. Comme un état second, en fait, ou est-ce que... Alors, c'était pas un état second, parce que j'avais toute ma tête. Mais imagine le plus beau moment de ta vie. Voilà, où t'es extrêmement bien. Et bien, moi, j'ai été comme ça pendant 3 jours et demi, et sans émotion négative. Et alors que mon père venait de mourir, c'était mon seul parent. Enfin, c'était le contraire d'un deuil. Et donc je savais qu'il se passait quelque chose d'anormal. Puis en plus, il s'est passé des choses pendant les 3 jours et demi qui ont fait, j'ai eu des messages, des choses comme ça. Donc il y a des choses où vraiment ça a été. C'est même un phénomène qui m'a fait peur parce que je me suis dit, mais combien de temps ça va durer? Parce que je ne connaissais pas ce phénomène. Oui, et puis est-ce qu'à ce moment-là, on est tellement dans notre culture avec cette idée que la mort, d'une certaine manière, doit être triste. Donc quand on ressent pas ça, qu'on se sent dans un état de décalage avec son entourage, parce que j'imagine qu'il y avait d'autres personnes autour de toi qui étaient tristes et peut-être plus que ça, ça doit être assez particulier, quoi. Alors en effet, d'ailleurs, j'ai vu très peu de monde pendant ces 3 jours et demi. Et au bout de 3 jours et demi, j'étais en larmes. Voilà, donc ça a duré du samedi matin au mardi après-midi. Mais alors vraiment très précisément, c'est-à-dire que au bout de 3 jours et demi, ça y est, je commençais mon deuil. L'état de grâce. Complètement. Mais ça a été vraiment très rapide. Et c'est là qu'a démarré mon enquête, en fait, qu'a commencé mon enquête. Et j'avais un vieux livre de bouddhiste dans ma chambre que j'avais jamais lu, en fait. Et je l'ai pris, et en l'ouvrant, je me suis aperçue que les bouddhistes pensent que la première étape de l'âme, c'est précisément 3 jours et demi. Ah ouais, c'est fou. Incroyable. Et moi, comme mon phénomène a duré 3 jours et demi, c'est vrai que ça m'a interpellée, et de là a commencé toute une enquête. Et puis au 7e jour, j'ai eu aussi à nouveau un signe de mon père. C'était dans le corbillard, parce que comme j'étais en forme, j'avais proposé de faire la mise en bière et puis accompagner le cercueil jusqu'au funérarium. Et en fait, dans le corbillard, qui est pourtant un endroit glauque, tout à coup, ça recommence, en fait. Mais là, ça venait d'en haut, en fait. C'était plus la même sensation. Mais à nouveau, pendant 45 minutes, le temps du trajet, j'étais complètement en joie, complètement... C'est comme si on m'avait shooté, en fait. C'est pour ça qu'on voit vraiment la différence avec et sans. Je comprends ce que tu dis. Et ce que je trouve très chouette aussi ce qui m'a interpellée dans ton film sur la mort, donc il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences de mort imminente, qui racontent, comme tu dis, une sensation d'amour même pas explicable, quelque chose de très puissant, de très fort, de très beau. Et il y en a quand même qui partagent, qui reviennent avec un partage d'anxiété.
enfin qui raconte à un moment donné, tu sais, il y a je sais plus, je crois que c'est une femme qui raconte que à un moment donné, elle a eu une peur immense et elle a vraiment eu l'impression de tomber dans un abîme et qu'il se passait quelque chose de très sombre. Et en fait, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'elle comprend, je sais pas, dans ce laps de temps où elle est plus là, en tout cas, elle le rapporte après, que c'était elle qui résistait, que c'était ses propres résistances et ses propres peurs à l'intérieur d'elle qui projetaient ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là. Et que dès qu'elle a commencé à lâcher ça, à comprendre ce qui se jouait, ça s'est éclairé, ça s'est illuminé pour elle et la sensation d'amour a pu l'habiter. Alors effectivement, ces EMI qu'on dit négatives, mais qui deviennent positives, sont très intéressantes parce qu'elles nous apprennent qu'effectivement, ce seraient nos émotions, nos pensées qui créeraient ce monde d'après, en fait. Enfin, en tout cas, qui nous mettrait à un niveau énergétique, puisque a priori, le monde d'après, c'est un monde énergétique de différents niveaux énergétiques. Et on vibrerait, on irait là où on vibre. Donc, si on a des pensées et des émotions négatives, on va aller vibrer dans des niveaux plutôt bas. Voilà. D'où l'importance d'apprendre à apaiser ses pensées pour que le jour où on partira, eh ben, on sera, voilà, on aura appris à s'apaiser. Oui, puis cette projection, j'ai l'impression, enfin moi, ça m'a fait un effet miroir tout de suite en me disant, mais en fait, c'est exactement le même fonctionnement que dans le monde vivant. C'est-à-dire qu'on le sait maintenant que c'est qu'on vibre bas quand on pense bas. Enfin, qu'il y a vraiment ce lien très fort entre ce qu'on pense et ce qu'on crée. Et donc ça, je trouvais ça vraiment très intéressant et très puissant parce que si ça se produit quand on est dans cet état de, je sais pas, d'inconscience ou cet état éthéré. Quand on vit une expérience de EMI, ben c'est que ça prouve vraiment la puissance de la pensée créatrice, en fait. Absolument, ouais. C'est ça que j'ai trouvé assez extraordinaire. Oui, on dit d'ailleurs, des médiums disent que la pensée crée notre monde. Ouais. Notre monde. Oui, exactement. De l'autre côté. Et dans cette idée de, voilà, alors maintenant, beaucoup, dans le développement personnel, on parle de, tu peux créer ta propre vie, etc. Mais finalement, tout ça, c'est des mouvements annexes de cette pensée, de cette pensée-là. Et alors moi, j'avais envie de te demander aussi. Donc, tu as commencé par explorer la mort avec ce phénomène de la mort de ton père, et ensuite l'âme. Et je sais pas si c'est une question qu'on pose, mais c'est quoi l'âme pour toi? Alors l'âme pour moi, c'est justement nos corps énergétiques. Ouais. C'est aussi une autre intelligence en nous, aimante, sensible, qui, quand on y a accès, nous donne, voilà, quand on sait se relier à son âme, eh bien, on a un espace de paix, de sécurité, de joie à l'intérieur de soi. Voilà, et ça c'est énorme en fait. C'est-à-dire qu'on a un espace en nous qui nous procure cela, cette paix intérieure, ou cette joie intérieure, sans qu'il y ait eu de phénomènes ou de choses, d'apports extérieurs. Et alors, tu vois, la question que je me pose, c'est la première, c'est pourquoi est-ce que d'après toi, pourquoi est-ce que c'est si essentiel aujourd'hui d'arriver à contacter cet espace-là? Et alors, je dirais pas comment on fait, mais toi, comment tu fais? Alors, pour moi, c'est essentiel parce que, d'une part, c'est important dans cette vie d'avoir cet espace en nous où on ne pense plus, où on est dans une paix et une joie intérieure, une confiance, une sécurité intérieure. Et puis, je pense aussi que, ayant abordé la mort, il me semblerait très triste de mourir sans s'être préoccupé de son âme. Parce que pour moi, l'âme, elle est venue sur Terre pour y faire quelque chose. Et ça voudrait dire que on a vécu sur Terre sans s'être préoccupé de son âme, et finalement l'âme repart de l'autre côté sans avoir fait ce pourquoi elle est venue sur Terre. On n'a pas répondu à l'appel, quoi. Voilà, exactement. Donc elle est venue pour rien. Ouais. Enfin, pour moi, voilà, c'est absurde. Ouais, on devient absent à elle et absent à nous-mêmes finalement. Ouais, je comprends. Et alors toi, est-ce que tu
avec ces années d'exploration, depuis que tu t'es mise en chemin, sur ce chemin d'âme, aujourd'hui, tu la contactes facilement? Oui, de plus en plus. Ouais. C'est-à-dire que de plus en plus... alors j'ai ma pratique, je crois que chacun doit choisir sa pratique en fait. Moi c'est la respiration consciente et puis voilà il y a différentes pratiques pour contacter l'âme. Mais c'est aussi important finalement parce que puisqu'on parle on dit que c'est nos corps énergétiques, eh bien il faut que tous les corps énergétiques circulent de manière fluide. Ça veut dire qu'il faut avoir fait sauter ces carapaces, c'est à l'intérieur de soi, il faut pas qu'il y ait de densité ou voilà, faut que ça soit fluide à l'intérieur de soi. De bouchon. Ouais, de nœud, voilà, de bouchon exactement. Ouais. Et donc ça nécessite peut-être parfois une exploration intérieure ou un travail d'exploration. C'est ce qu'on raconte dans le film L'âme d'ailleurs. Ouais. C'est ce qui est expliqué dans le film L'âme, que pour ouvrir le cœur, enfin le chakra du cœur, qui est une roue d'énergie. Chakra, c'est des roues d'énergie qui font circuler les énergies. Eh bien, il est nécessaire parfois d'aller explorer ces profondeurs. Donc peut-être au départ de se faire accompagner pour trouver. Peut-être, ouais. Mais je trouve important ce que tu dis à propos du fait que chacun doit trouver sa propre approche. Parce qu'aujourd'hui, je trouve il y a énormément d'injonctions autour de la méditation. Voilà, maintenant ça devient presque obligatoire, hein, tu vois, le passage obligé. Si tu médites pas, on s'interroge. Et en fait, la méditation peut prendre un tas de formes. Oui, exactement. Et parce que ça, je trouve personnellement, important. je médite pas. Ouais. C'est-à-dire cette injonction de 10 minutes, 20 minutes par Ouais, jour. exactement. Mais en revanche, c'est-à-dire toute la journée, je reviens régulièrement en respiration consciente, respiration ventrale. Donc je reviens en fait dans mon intériorité tout au long de la journée, régulièrement en fait. Dans ton intériorité, et je trouve il y a de nouveau cette histoire du corps. Oui, absolument. Revenir dans le corps. Mais l'âme s'exprime à travers le corps. Ouais. Donc c'est pas dans la tête qu'on va trouver son âme, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que la respiration déjà elle doit être ventrale pour faire vraiment atteindre, parce que c'est par la respiration aussi qu'on se relie à l'âme. Et donc la respiration ventrale permet vraiment de faire circuler toutes les énergies et d'ouvrir tout, d'ouvrir toute l'intériorité. Ouais. Ouais, moi je m'intéresse aussi pas mal aux vibrations, tu vois, c'est-à-dire le son, la voix. Il y a pas mal de gens aussi qui travaillent avec ça, et ça c'est assez fort aussi. Oui, c'est puissant le son. Ça permet d'ouvrir justement peut-être faire sauter des choses à l'intérieur de soi. Et puis on est vraiment dans cette idée d'une vibration vers une autre vibration, enfin des corps vibratoires, comme tu disais tout à l'heure. Alors après, la question que j'avais envie de te poser, dans la progression naturelle de tes films, donc t'as fait deux films sur la mort, un film sur l'âme, et là t'es en train de préparer un autre film sur l'âme. Il me semblait qu'il y avait quelque chose en préparation. L'âme 2, oui. Ouais, sur l'au-delà et l'invisible, ouais. Et entre-temps, ce film sur l'intelligence spirituelle en entreprise. Alors ma question, c'était une question simple, c'est pourquoi l'entreprise? Est-ce que c'est parce que toi, tu y as vécu et donc ton expérience au sein de l'entreprise t'a donné envie de porter ce message-là dans ce cadre-là, dans ces structures-là, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui motive ce choix-là? Alors effectivement, j'ai travaillé 20 ans en entreprise et donc voilà, c'est un domaine que je connais bien. Donc j'avais à cœur en fait de quelque part après 2 films sur la mort et sur l'âme, j'avais envie de faire une petite incursion finalement dans l'entreprise. Et ce film s'est fait très facilement. À la fin du film l'âme, il y a quelques minutes sur comment la spiritualité fait son entrée en entreprise. Et au départ, je me suis dit je vais prendre ces 5 minutes et je vais le muscler avec quelques interviews de des témoignages, voilà. Et en fait, les interviews étaient tellement passionnantes que j'en ai fait un vrai film. Voilà. Mais oui, il y avait un souhait de porter ça aussi dans l'entreprise. Ouais. Alors moi, ce qui me travaille beaucoup en ce moment et qui me fait penser à ça et à
à cette volonté d'entrer dans ces structures et d'ouvrir ces structures, c'est toujours cette idée d'énergie. On peut se dire que l'entreprise est un corps à part entière, fait de plein d'âmes et de corps qui se mettent à son service et donc qui vibrent aussi. Il y a quelque chose d'énergétique, j'ai l'impression, qui se passe. Et d'où, pour moi, quand j'ai vu ton film, ça a vraiment éclairé ce sentiment-là que l'entreprise portait à son niveau une responsabilité de réveiller ou d'éveiller son âme. Alors effectivement, je pense que c'est ce qu'on dit à la fin du film d'ailleurs, que l'entreprise elle était tellement devenue importante finalement dans notre société, le monde de l'entreprise, que si elle n'est pas habitée de spiritualité, enfin l'humanité aujourd'hui, pour qu'elle évolue, il faut que cette évolution se fasse à niveau personnel mais aussi professionnel, c'est-à-dire que les entreprises aillent vers plus d'humanisme, de bien commun, de penser au bien commun. Aujourd'hui, c'est essentiel si on veut que notre humanité évolue dans le bon sens. Ouais, moi je partage tout à fait ce que tu dis. Mais j'ai l'impression qu'il y a un accueil assez fort qui est réservé à ton film. Et c'est vrai que les témoignages dans le film sont forts, quoi. Et puis je trouve autant d'hommes que de femmes. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette, dans cette idée de réconciliation. Alors justement, dans les projections, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. Alors que pour mes autres films, le public était plutôt féminin, plutôt féminin. Ouais, donc là, j'ai l'impression que ça shift et que voilà, on y a vraiment quelque chose de beaucoup plus uni. Oui, et les écoles aussi. Les écoles post-bac et les universités commencent à me le demander, à le projeter. Ah ouais, ça c'est vraiment intéressant. Voilà, et il y en a certaines qui veulent le projeter à tous leurs étudiants. Donc c'est intéressant si la jeunesse, enfin si les étudiants se appréhendent, enfin connaissent ce domaine et se l'approprient. Et d'ailleurs le film s'appelle Intelligence intuitive et spirituelle, et c'est vrai que même pour diriger une entreprise et même dans son travail, quel que soit son travail, l'intuition c'est aussi très important. Pour sentir, on a accès à une autre source d'information pour ressentir les marchés, les personnes qu'on rencontre. Et qu'est-ce qui t'anime dans ton travail aujourd'hui? De quoi est-ce que tu te sens investi, si on part du principe qu'on a ou qu'on se donne une mission sur Terre, une mission terrestre? À quoi est-ce que tu as envie de prendre part avec tes réalisations, tes documentaires? Ces films permettent d'ouvrir un peu les consciences en fait. D'ailleurs, mon premier film, Où en est la science sur la vie après la mort, c'était ce film, il est vraiment fait pour ceux qui croient en rien. Et c'est pour ça qu'il y a que des scientifiques dans le film et qui expliquent toutes les études qui sont étudiées, tous les phénomènes qui sont étudiés aujourd'hui, qui finalement, quand on les additionne, ça ouvre à une autre réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, mon souhait, c'est que les gens prennent conscience qu'il y a une vie avant la vie et une vie après la vie. Ouais. Il n'y a pas que ce qu'on voit en fait. Il y a une autre réalité, non matérielle, invisible. Ouais. Et puis l'expression, elle est belle aussi. Hein. La vie avant la vie et la vie après la vie. Ça veut dire que ça s'arrête jamais. Et tu vois, ce qui me vient là, quand je reviens en arrière sur ce qu'on s'est dit et sur l'histoire d'où tu viens, et cette histoire rationnelle d'une famille non croyante où tout est je crois ce que je vois. Il y a ça. Est-ce que ça a quelque chose est-ce que ça a joué finalement dans ta façon d'approcher tes films et de partir toujours de cette approche concrète, cette approche scientifique ou neuroscientifique pour pouvoir aller vers l'invisible, justement? Oui, certainement, parce qu'au départ, je suis une rationnelle, donc j'ai fait des films qui sont
Ça t'a permis ça, voilà, qui sont très carrés, assez rationnels quelque part, même si on parle de spiritualité et qu'on va dans des autres sphères. Ouais, donc ça, je trouve ça intéressant. Ouais, et puis quand je t'ai envoyé mes questions, il y avait cette phrase qui est venue à moi dernièrement et qui m'a vraiment interpellée sur pas mal de plans. Donc c'est une phrase de Martin Luther King qui disait deux choses, qui disait: lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du créateur suivant ses propres possibilités. Et ensuite, il dit: personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. Et on en discutait tout à l'heure et tu me disais que c'était quelque chose qui te tenait à cœur, cette notion d'appel, de se sentir appelé par quelque chose. Alors oui, ça me tient à cœur parce que déjà, c'est vrai que quand on se sent appelé à ça, eh bien, on déplace un peu des montagnes quelque part. On est prêt, si vous voulez, à s'investir de manière très... Oui, il y a une puissance en fait. On se sent accompagné même parfois, accompagné par quelque chose de plus grand. Et pour moi, ça me tenait aussi à cœur parce que il me semble important de dire que ce pourquoi nous on est fait n'est pas forcément ce pourquoi est fait quelqu'un d'autre. Et qu'il faut respecter la voie que prend chaque personne. Et pour quelqu'un, ce sera s'occuper des animaux. Pour une autre, ce sera s'occuper des personnes âgées. Pour d'autres, ce sera s'occuper des handicapés. Pour d'autres, ce sera un travail sur soi et non forcément tourné vers les autres. Donc, je pense que c'est important de respecter ce pourquoi chacun est fait et ne pas imposer ses points de vue et ses croyances. Ouais, et puis je trouve que ce que je trouve important, je trouve ça important de dire ça, parce que de nouveau, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur la méditation, il y a énormément d'injonctions sociales, et tu peux vite avoir le sentiment que le choix que tu fais ou la mission que tu te donnes a moins de valeur ou est complètement à côté de la plaque ou ne va contribuer à pas grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de matière au doute, à l'égarement intérieur, en fait, je trouve, à l'errance intérieure, quand on est trop poreux aux injonctions sociétales ou sociales, voilà, surtout en ce moment, je trouve particulièrement. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens ou pas? Ou toi, non, moi tu suis ton truc. Ouais. Mais je pense aux jeunes, notamment aujourd'hui. Enfin, je sais que t'es une fille adolescente, mais je me dis, c'est pas simple, en fait, pour eux. Ça dépend si les parents acceptent de les accompagner, de s'adapter, en fait. C'est eux qui choisissent et les parents s'adaptent. Enfin, moi, c'est la voie que j'ai choisie. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'à une plus grande échelle, tu as le sentiment que l'ère dans laquelle on est, là, aujourd'hui, est particulièrement importante? Est-ce que, moi je me pose cette question en tout cas, est-ce que l'humanité a une mission à réaliser particulièrement maintenant? Oui, je pense que c'est la réconciliation, se réconcilier avec la nature, avec tous les êtres vivants, que ce soit les autres êtres humains, enfin tous les êtres humains et les animaux, les végétaux, enfin voilà, donc tout ce qui concerne la nature, et puis se réconcilier aussi avec le monde de l'invisible et prendre conscience qu'il existe ce monde de l'invisible, il existe une intelligence plus grande et qui est supérieure à nous. Et quand tu vas projeter tes films, qu'est-ce que tu ressens en fait? Est-ce que tu as le sentiment que il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, ou est-ce que on est toujours dans ce monde à deux vitesses et que ça va prendre encore, je sais pas, des centaines d'années? C'est difficile parce que moi je baigne dans un milieu finalement qui est ouvert à ça. Où les gens sont ouverts.
Et on le voit dans les conférences parce que il y a les gens qui sont ouverts, il y a vraiment une lumière en fait. Il y a une luminosité dans les yeux. On sent une joie intérieure, un pétillement en fait. Ça aide beaucoup d'avoir cette ouverture. Ouais. Surtout, je fais pas mal de projections aussi en province, dans des associations d'aide au deuil, et à chaque fois, il y a beaucoup de monde. C'est toujours des salles de 150, 200 personnes, et tout le monde est, même s'ils ont vécu des deuils, ces gens ouverts à ça, il y a quand même une luminosité, une lumière dans les yeux. C'est l'espoir, voilà, ça donne beaucoup d'espoir. Et puis aujourd'hui, on a énormément de témoignages comme quoi on retrouvera nos proches défunts. Voilà, moi j'en suis convaincue. Ouais. Donc, tout à coup, entre les expériences de mort imminente, entre les signes, entre la médiumnité, qui aujourd'hui est étudiée avec des protocoles scientifiques, a priori, il n'y a aucun doute qu'on retrouvera nos proches. Une fois qu'on aura, ce sera à notre tour de passer de l'autre côté. Voilà, c'est-à-dire que une fois qu'on aura vécu et fait ce pourquoi notre âme est venue sur Terre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Es una luz en